Journée de plaidoyer de haut niveau pour un plus grand accès au marché public aux femmes, jeunes et aux personnes vivant avec un handicap. Le gouvernement et ses partenaires, dont ONU Femmes et la BAD, véritablement engagés, ils sont prêts à renverser la tendance, d'où l'organisation de cette rencontre afin de conjuguer les efforts pour une synergie d'action. Le Premier ministre a présidé la cérémonie. Sortie de terrain du ministre de l'administration territoriale accompagné du président de l'EJ sur 2 sites de révision des listes électorales. Constat, le processus se déroule normalement, même si l'affluence est timide. La délégation conjointe était aussi dans 2 centres d'état civil du district de Bamako. Aouli Seynou Touré nous fera le compte-rendu de la visite. Validation du document de politique nationale de développement numérique. Le ministre de la Communication, Al-Hamdou Aguilienne, a donné le top départ des travaux qui réunissent experts et politiques avec comme objectif affiché faire du Mali le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. Awa Ditma Kamara nous en dira plus pour mieux comprendre. 4e édition de la Coupe du numérique. Elle a démarré cet après-midi sur le terrain de l'ACI 2000, non loin du 14e arrondissement. 12 formations issues du monde de la communication participent à la compétition. En match inaugural, l'AGITIC a battu Move Africa par le score de 1-0. C'était en présence des ministres de la communication et des sports. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap n'ont pas suffisamment ou peu accès au marché public au Mali. Le constat est regrettable. Il faut impérativement renverser cette tendance. Parole du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé aujourd'hui la journée de plaidoyer de haut niveau organisée par le gouvernement et ses partenaires, dont ONU Femmes et la BAD dans ce sens. Parmi les recommandations phares, à la mise en place d'un cadre politique et juridique du système de passation, les marchés publics favorables aux couches vulnérables ainsi que l'augmentation de la part des entreprises de femmes et de jeunes dans le montant total des marchés publics. Plus d'explications avec Mamari Koné et Aliou Touré. Public des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. C'est autour de ces thèmes que s'est tenue cette journée de plaidoyer de haut niveau présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement. Les marchés constituent de nos jours une opportunité pour la création d'emplois et l'émancipation économique des femmes et des jeunes entrepreneurs. Il ressort de ces différents exercices réalisés par les parties prenantes que les dispositions du cadre juridique actuel inscrivent les principes fondamentaux des marchés publics. Par contre, elles n'intègrent pas des dispositions explicites relatives à une dimension de genre. Ce constat n'a pas échappé aux Assises nationales de la refondation, dont l'une des recommandations est de réserver un pourcentage du montant des marchés publics aux entreprises des femmes et des jeunes. À juste titre, l'agenda 2063 de l'Union africaine, fondement de Mali 2063, appelle également à ce qu'au moins 25 à 30% des marchés publics soient passés à des entreprises détenues par les femmes. C'est pour apporter des réponses aux contraintes que l'atelier de 2 jours a proposé certaines recommandations. Il a été proposé d'adapter le cadre juridique des marchés publics pour le rendre sensible au genre. Autre recommandation, c'est d'élaborer des programmes de formation, de renforcement des capacités destinés aux jeunes, aux femmes, entrepreneurs et aux personnes vivant avec handicap en matière de passation des marchés publics. La mise en œuvre d'un plan d'action entraînera à coup sûr des effets et impacts positifs pour l'épanouissement des couches vulnérables. La prise en compte du genre dans la commande publique, ce n'est pas seulement une question de justice sociale. Diverses études montrent que les entreprises dirigées par des femmes tentent à réaliser des meilleures performances lorsqu'elles ont accès aux mêmes opportunités. Après avoir salué l'organisation et reçu de cette journée de plaidoyer de haut niveau, le Premier ministre a engagé son gouvernement et l'ensemble des acteurs de la commande publique. Votre plaidoyer nous interpelle tous, puisqu'il entre dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions des Assises nationales de la refondation. Nous sommes en train de refonder notre pays en gardant tout ce qui est solide, mais en améliorant tout ce qui peut être amélioré. Pour arriver au changement voulu, mesdames et messieurs, le problème central à résoudre est le lever des obstacles structurels et systémiques, juridiques, politiques,
culturels et sociétaux, financiers et ceux liés à la corruption qui entravent la pleine intégration des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec le handicap dans le système de commande publique. Pour ce faire, nous devions dès à présent engager une profonde réflexion et adapter les textes de la commande publique afin de lever les obstacles précités. Je prends l'engagement que les difficultés identifiées, les recommandations formulées ainsi que les actions pertinentes proposées au cours de vos travaux feront l'objet d'une prise en charge rapide de la part du gouvernement. Dr Choguel Koukalamaïga a par ailleurs évoqué les questions essentielles qui ont conduit à l'avènement de la transition avant d'inviter les Maliens à reconnaître les efforts consentis par nos forces armées et de sécurité dans la construction d'un nouveau Mali envié de tous. Sortie de terrain du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Pour l'occasion, le général de division Abdoulaye Maïga a été accompagné du président de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ils sont allés sur 2 sites de révision des listes électorales. Constat, le processus se déroule normalement, même si l'affluence est timide. La délégation conjointe était aussi dans 2 centres d'état civil du district de Bamako en communes 4 et 6. À Ousseynou Touré nous fait donc le compte-rendu de la visite. La révision des listes électorales s'effectue chaque année du 1er octobre au 31 décembre. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire national et dans nos représentations diplomatiques à l'extérieur du pays. C'est pour s'enquérir de l'état du déroulement de cette opération que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et le président de l'EJ ont décidé de se rendre sur le terrain pour constater de visu la situation. Au centre de l'Afiabougou, les opérations se déroulent normalement. Les agents commis à la tâche ont montré une bonne maîtrise de leur sujet. Même réalité à Magnambougou, 2e site visité. La participation, elle est timide. Elle est timide en raison du fait très certainement que nous sommes sur un échiquier qui a changé. Vous avez remarqué, et j'ai dit que nous partons vers un nouveau découpage territorial. Le découpage territorial, ça fait un surcoût d'activités managériales, d'organisation et d'information. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, et déjà ça a été fait, et ils en sont conscients, que les aspects de communication, de sensibilisation vont être faits pour que les gens puissent savoir où ils doivent y aller et ce qu'ils doivent faire. Au niveau des commissions, je ne fais aucun doute que sur l'appropriation technique de la matière, de la manière de travailler, nous avons constaté une très belle aération, une très bonne connaissance de ce qu'ils doivent faire. Et globalement, tout se déroule bien. Je pense que les commissions administratives que nous avons eu, en tout cas l'occasion de visiter ce matin avec le président de l'EJ, nous avons trouvé un personnel très professionnel, sachant très bien entendu comment se déroulent toutes ces opérations de transfert, des opérations de radiation. Mais c'est important également de dire que sur l'ensemble du territoire national, également dans les missions diplomatiques et consulaires, existent ces mêmes commissions administratives. Et en tout cas, nous faisons confiance à leur professionnalisme. Bien entendu, les quelques imperfections qui ont été constatées à la fois par le président de l'EJ et par moi-même, nous allons demander à nos collaborateurs de manière conjointe, comme je l'ai dit, une commission paritaire a été mise en place, d'apporter des réponses très urgentes afin justement que la révision annuelle des listes électorales puisse, atteindre tous les résultats escomptés. La révision des listes électorales est une exigence de la loi électorale. EJ et MATD sont donc dans un partenariat et concourent tous à la mise en place des conditions optimales de la tenue des élections. Pour voter en République du Mali, il faut avoir la qualité d'électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur une liste électorale. Donc c'est une activité extrêmement intéressante et importante. Et nous voudrions au niveau de l'EJ, mais aussi au niveau de tous nos partenaires, au niveau du ministère de l'administration territoriale et de tous ceux qui s'intéressent à la matière électorale, envoyer un message. C'est le message de la participation citoyenne du Malien au processus électoral, à l'élection de façon générale. La révision annuelle des listes électorales également joue un grand rôle dans la matérialisation de cette vision, donc le retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. Plus concrètement, il est important de rappeler que conformément à la loi,
les 3 derniers mois de l'année sont consacrés à cette révision annuelle des listes électorales, c'est-à-dire les mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Concrètement, cela permet aux électeurs, citoyens maliens en âge de voter, de s'inscrire sur les listes électorales. Ça permet également aux autorités administratives de procéder à des radiations des personnes décédées ou des personnes privées de leur droit de vote suite à des décisions judiciaires. Ça permet également, bien entendu, aux électeurs de procéder à des transferts. Je donne un exemple. Par exemple, un électeur qui se trouve une année dans une circonscription peut, au moment en tout cas en cette période de l'année, demander à être transféré dans une autre circonscription électorale. Voici un peu l'importance de la révision annuelle des listes électorales. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons en bonne intelligence et en collaboration avec l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est une exigence, bien entendu, de la loi électorale. Les populations de la commune 6 ont réaffirmé leur soutien aux autorités et ont formulé des bénédictions pour les officiers récemment promus. Cette autre visite, cette fois-ci de la Commission développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel, elle était au Centre national de l'insémination artificielle animale. La structure est chargée de l'amélioration de la production animale, mais actuellement, elle fait face à certaines difficultés pour assurer le développement de l'amélioration génétique animale à travers l'insémination artificielle, nous dit Ari Djoumatina. Dès sa création en 2015 à nos jours, le Centre national de l'insémination artificielle animale enregistre plus de 90 000 vaches inséminées et 30 000 agro-éleveurs ont pu bénéficier de l'insémination. En dépit de ces résultats, le CNIA, qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des productions animales par l'utilisation de la technique de l'insémination artificielle, n'est pas à l'abri des difficultés. La première plus grande difficulté vraiment qui nous tient à cœur, la construction de notre laboratoire qui va nous permettre donc de produire des semences. Nous avons un personnel qui est suffisamment réduit. Le CNIA a besoin vraiment d'être approvisionné en semences et en intrants. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le niveau du stock, vraiment, le stock disponible ne peut même pas nous permettre de couvrir le reste de l'année. La délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel a profité de l'occasion pour visiter quelques endroits du CNIA avant de se rendre à Kassela pour voir les races inséminées d'un agro-éleveur. Sénéa mɔgɔ n'o ye centre d'insémination ye Katile ka ɲamariya kɔnɔna na n'o ye conseil économique président ye Yakuba Katile a y'a ɲini an ka wuli ka s'u ma k'u ka degun ɲini k'a dɔn degun mun b'u kan an n'u ka hakili falen kɛ ala y'a kɛ an nana an ye hakili falen kɛ n'a ye degun minnu sɔrɔ an ka na n'a ye an bɛ se k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Le personnel du Centre national de l'insémination artificielle animale se réjouit de cette visite dans l'espoir de trouver des solutions aux nombreux problèmes auxquels le centre est confronté en vue de promouvoir davantage l'insémination artificielle. Allez, nous allons boucler notre série de présentations des généraux promus. Gros plan ce soir sur Daoud Ali Mohamedine, élevé au grade de général de division, actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il a occupé plusieurs fonctions dans l'armée. Retour sur son parcours académique et militaire, c'est avec Ibrahima Traoré. Daoud Ali Mohamedine, 52 ans, promu général de division. Natif de Thessalite dans la région de Kidal, il est incorporé en 1991 après sa formation au Prytanée militaire de Kati, avant d'intégrer la même année l'EMIA, école militaire interarmes de Koulikoro. Il sortira avec le grade de sous-lieutenant et gravit les échelons au fil des ans. Après l'EMIA, cet officier d'infanterie poursuit sa formation à l'étranger pour renforcer son background. En Chine, il suit en 1997 un cours d'application d'infanterie des forces spéciales avant d'être accueilli en 2001 à l'Académie de police de Caire en Égypte pour un stage sur la protection VIP et antiterrorisme. En France, il suit une formation à l'école d'application de l'infanterie de Montpellier
et auditeur à la 37e session de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris. Le général de division Daoud Ali Mohamedine fait partie de la 114e promotion de l'école d'état-major de Compiègne et de la 19e promotion de l'école de guerre de Paris. Cet expert de la défense en management, commandement et stratégie est passé également par l'école de renseignement et de la sécurité à Bruxelles pour un stage stratégique sur la collecte et l'analyse du renseignement. Homme de terrain, il occupe plusieurs fonctions. Adjoint au commandant de compagnie à Caille, instructeur au BA1 et BA2, infanterie à Koulikoro, commandant de compagnie à Koulikoro, instructeur permanent à l'EMIA de Koulikoro. De 2000 à 2011, il est détaché à la présidence de la République en qualité d'aide de camp adjoint, puis aide de camp du chef de l'État. En 2012, il commande l'EMIA de Koulikoro et un an après, l'école d'état-major national de Koulikoro. Le général de division Daoud Ali Mohamedine devient ensuite commandant de la 6e région militaire à Sévaré, d'où il dirige le secteur 4 des opérations Maliba, Dambé et Seno. Il a aussi dirigé dans le centre du pays 2 opérations tripartites, Mali, Burkina Faso, Force Barkhane. Il s'agit des opérations Gabi en février-mars 2016 et Panga en mars-avril 2017. De Sévaré, il est envoyé à Kati pour commander la 3e région militaire. Là aussi, il dirigera le secteur 6 de l'opération Dambé. Il sera promu en 2019 directeur général du service national des jeunes, SNJ, avant d'être chef d'état-major général adjoint des armées en 2020. Et depuis juin 2021, il est ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce riche parcours militaire lui vaut autant de reconnaissance au Mali et à l'extérieur. Chevalier de l'Ordre national du Mali, officier de l'Ordre national du Mali, médaille de la Croix de la valeur militaire, médaille du mérite militaire, 6 médailles commémoratives de campagne, médaille d'honneur de la police nationale et celle de la protection civile, médaille du mérite sportif, médaille d'or de la défense nationale française, médaille de l'Union européenne avec l'EUTM et médaille commémorative de la force conjointe du G5 Sahel. Le général de division Daoud Ali Mohamedine, passionné de chasse, est président de la Fédération malienne de tir à l'arc. On va écouter certains de nos compatriotes satisfaits de la promotion des 11 généraux. Ils sont de Nioro et sont au micro de Moussa Diakité. On peut se baser sur beaucoup de secteurs pour dire que c'est des nominations qui viennent vraiment à point nommé. Quand vous prenez le secteur de la défense, vraiment c'est plus qu'elle mérite. L'une des raisons principales aussi de ces promotions, c'est que ces jeunes officiers qui sont à la tête de l'État aujourd'hui ont permis vraiment aux Maliens de recouvrer l'ensemble du territoire national, y compris Kidal. Dans un pays, il ne peut pas avoir un développement tant qu'il n'y a pas de sécurité. Donc les gens qui luttent pour la sécurité, ils méritent vraiment d'être gradés. On ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas la sécurité. Donc moi je suis très content qu'ils soient gradés. La nomination des 5 colonels au grade de général, ça a été une très bonne chose. Et ça ne vient pas d'eux, ça vient du peuple. Donc nous voulons que vraiment ce soit comme ça. Et nous en sommes très fiers, nous en sommes très joyeux, nous en sommes très heureux. Et vraiment, je suis très très content de mes enfants. Je suis très très content de mes enfants. Et je leur souhaite surtout santé, prospérité. Et Dieu va les aider. Nos bénédictions les accompagnent. Voilà, vraiment, je suis très content. Des mots me manquent pour leur donner ce que je veux. Je le suis et je le suis quotidiennement. Je les supporte. Je dirais même que c'est venu un peu tard, parce que cette nomination devrait se faire au lendemain de la libération de Kidal, c'est-à-dire le 15 novembre. Ça a pris un peu de temps d'ailleurs, c'est pourquoi il y a eu des pour et des contre. On devrait le faire dès la libération de Kidal. Un mot de cette donation, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, offre aux blessés de guerre et aux veuves des militaires et paramilitaires des vivres et non-vivres. Le don est composé de kits alimentaires et scolaires. Mariam Koudé Adama Kamara était sur place. Le président Assimi Goïta fait parler encore son cœur à travers cette donation de vivres et de non-vivres
aux blessés de guerre, aux veuves et aux orphelins des militaires tombés pour la défense de l'intégrité du territoire. Cette donation est composée de 100 sacs de 50 kg de riz, 100 sacs de 50 kg de mil, 100 cartons de pâtes alimentaires, 100 bidons d'huile de 20 litres et 100 kits scolaires. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, devrait contribuer à améliorer les conditions de vie de ceux qui méritent l'attention de toute la nation. Pour le président de la transition, aucun sacrifice n'est de trop pour ces orphelins et ces veuves. Aujourd'hui, nous sommes venus leur donner des kits alimentaires pour accompagner les enfants pour l'ouverture des classes et dire à ces enfants que tant que lui il est là, tant que le président de la transition est là, tant qu'un soldat de l'armée malienne est là, ils ne verseront pas de larmes. Ils seront toujours accompagnés et dire aux Maliens en général de penser aux veuves et aux orphelins des militaires tombés sur le champ de l'honneur parce que leurs parents sont tombés pour notre dignité. Le geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis très content pour la donation. Vraiment, je ne fais que remercier le président de la République, son excellence. Vraiment, ça va me servir à beaucoup de choses parce que j'ai des enfants chez moi pendant l'année scolaire. Vraiment, ça va me servir beaucoup. Je suis très content. Que Dieu lui protège. Oui. Réunion de cadrage avec les producteurs de soja, de sésame, de karité et d'arachide. Il s'agit d'harmoniser les informations relatives à la décision du gouvernement de suspendre l'importation des produits concernés. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a présidé la réunion. Le reportage de Youssouf Diakiti. Une réunion de clarification avec les producteurs de karité, de soja, de sésame et d'arachide. La conduite est tenue par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Cela fait suite à une décision du gouvernement de transition de booster l'économie nationale à travers les productions à l'interne. L'embargo que notre pays a connu de janvier à juin 2022, la résilience dont on parle, c'est parce que les Maliens ont eu la capacité, n'est-ce pas, sur la base de la production nationale, de faire face à nos besoins de consommation. Deuxièmement, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a prôné comme modèle de développement économique de notre pays le développement endogène. Autrement dit, la capacité d'un Malien à produire nos biens de consommation, nos biens de services et nos biens d'équipement. Dans cette politique de développement endogène, l'industrie est le cœur, est le moteur de cette disposition-là. Après d'intenses débats et une explication minutieuse de la motivation du gouvernement, le ministre s'est dit rassuré par l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Ils ont compris les enjeux, parce que c'était un enjeu de souveraineté nationale. Assurer aujourd'hui l'approvisionnement correct du Mali en huile pendant toute l'année est un enjeu national, auquel le ministère de l'Industrie et du Commerce doit assurer la mise en œuvre. Je les salue et je les remercie pour cet esprit de compréhension et surtout cet esprit patriotique qui les a permis de comprendre les enjeux. En tout cas, il s'agit de créer une synergie pour l'atteinte des objectifs recherchés et cela au profit de tous les acteurs. Validation du document de politique nationale de développement numérique. Le ministre de la Communication, Al-Hamdou Ag Ilien, a donné le top départ des travaux qui réunissent experts et politiques, avec comme objectif affiché faire du Mali le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. Et pour y parvenir, le dit document prend en compte des réformes majeures en lien avec la souveraineté numérique, la lutte contre la cybersécurité et la digitalisation de l'administration. Le reportage de Awa Ditma Kamara. Après de longs mois d'attente et de consultation, le document tant entendu de la politique nationale de développement numérique est sur le point d'être publié. Dans un contexte mondial où le numérique joue un rôle déterminant dans le développement économique, ce plan stratégique vise à propulser le Mali sur la scène internationale de l'économie numérique. C'est un document qui présente une version claire et des axes prioritaires pour le développement numérique du pays. Il apporte des réponses aux questions liées à l'amélioration des infrastructures, la formation des citoyens et le cybersécurité. Les experts et les acteurs du secteur se réunissent pour valider le document. Avec l'arrivée de la transition et les nouvelles autorités, elles ont jugé bon
de reprendre cette politique, mais de faire l'évaluation de ce qui s'est passé avant. Il faut une politique pour le développement des infrastructures, la fibre optique, les faisceaux hertziens, les satellites. Maintenant, il nous faut des grandes écoles pour former des ingénieurs dans tous les domaines du numérique. Si on n'a pas les capacités humaines, on n'a pas fait le premier pas. Il nous faut trouver les ressources, l'argent pour financer ça. L'étude d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action Mali 2020 et l'état des lieux du secteur ont permis de collecter des données précieuses et de dégager une vision claire du cadre programmatique pour les prochaines années. 2020 a vu une juxtaposition de la crise sanitaire à Covid-19 et des crises sécuritaires et politiques, situation qui a conduit à une redéfinition des priorités et des urgences, outre que de chercher à évaluer et poursuivre la mise en œuvre d'un document de politique adopté, mais abandonné sans moyens de mise en œuvre et de mécanismes de gouvernance. La validation de ce document marque une étape importante dans l'engagement du gouvernement à bâtir un avenir numérique inclusif. Le ministre en charge de la communication encourage tous les acteurs concernés à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des actions proposées. Le rôle majeur que doit jouer le numérique dans l'économie nationale face à la crise multidimensionnelle nécessite qu'il soit vulgarisé, accessible et utilisé par tous et à des coûts accessibles à tous. La mise en œuvre du document de politique nationale de développement de l'économie numérique et son plan d'action 2025-2029 est arrimée, d'une part au programme d'action du gouvernement et d'autre part au cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, arrimé aux objectifs du développement durable. Les réformes administratives et institutionnelles instituées par les pouvoirs publics ont toujours pour finalité l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La validation et l'adoption de cette politique seront un pas géant pour parvenir à cette ambition, une avancée énorme dans la transformation numérique. L'avenir appartient désormais aux pays qui s'adaptent à cette révolution numérique. La protection des citoyens en démocratie passe par l'accès à une information de qualité. Les outils TIC constituent un formidable facteur d'accès au savoir, mais cela doit reposer sur une législation solide qui rassure et protège nos populations contre les effets néfastes du numérique. La priorité dans le domaine du numérique pour notre pays, c'est la préservation des potentialités de création et de recherche dans un écosystème sain pour une forte croissance économique. Pour rappel, le président de la transition, chef de l'État, le 22 juin 2024 à Sikasso, a exprimé sa ferme volonté de digitaliser l'administration pour plus de transparence et pour un meilleur accès des usagers aux services publics. Et cette politique nous pousse vers un avenir numérique prometteur. Revenons sur l'acquisition de la nouvelle licence de la Sotelma à 160 milliards de francs CFA. Un renouvellement pour la deuxième fois avec 56% des actions octroyées à l'État malien. La décision a été arrêtée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. La licence est renouvelée pour une période de 15 ans. Suleiman Kenza Sidibé revient plus en détail sur ce renouvellement de licence. Le Conseil des ministres, en sa dernière session, a adopté le projet de décret portant approbation du cahier des charges pour l'octroi à la Sotelma SA d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux et services de télécommunications fixes et mobiles de deuxième, troisième, quatrième génération, des services de transmission des données, des services de télécommunications internationales au Mali. La nouvelle licence court jusqu'en 2039. Au dire du premier responsable en charge de la communication, les discussions ont abouti grâce à l'implication personnelle du président de la transition. Le gouvernement aujourd'hui, après 7 mois de négociations avec la partie marocaine, a approuvé, n'est-ce pas, le renouvellement de la licence de la Sotelma. Et donc, ce travail a été fait dans le cadre d'une commission que je préside moi-même, et cette commission a été mise en place sur les hautes instructions du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et elle comprenait essentiellement le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le ministre des Finances, le ministre des Domaines de l'État, le ministre du Commerce et des Industries, le ministre secrétaire général de la Présidence, avec l'appui technique du président de la MRTP. Les discussions ont porté essentiellement sur l'état de la situation de la société à l'instant du début des négociations. Donc ça nous a permis d'évaluer les cahiers des charges et les packs d'actionnaires anciens, et c'est nous inspirant
des difficultés et de nos ambitions futures pour la société, cela nous a amené à élaborer un nouveau cahier des charges et un nouveau pacte d'actionnaires, et tout cela a été consigné dans les textes qui ont été adoptés à partir d'aujourd'hui. Cédée pour un montant de 160 milliards de francs CFA, la nouvelle licence, la deuxième du genre, offre de nombreux avantages au pays. Les avantages de la licence, le premier d'abord, c'est que la licence a été cédée contre l'importante somme de 160 milliards de francs CFA, ce qui dans la sous-région est très rare. Et puis nous avons l'État malien qui va devenir actionnaire majoritaire avec 56% d'actions, n'est-ce pas, ce qui n'était pas le cas dans le cas précédent où nous étions actionnaires minoritaires. Et puis aussi l'accord va permettre, n'est-ce pas, je vais préciser ici que l'État malien ne déboursera pas un franc de ces 56% parce que les négociations ont permis cela. Aussi, nous allons améliorer progressivement les conditions de travail du personnel. Il y aura aussi une amélioration des investissements et puis de la formation du personnel. Faut-il retenir que le pays prenne-t-il le temps de bien négocier ou que le pays apprenne-t-il à bien négocier? En tous les cas, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique invite les travailleurs appelés d'engagement, d'efforts et surtout à bien prendre soin, à bien gérer la société, la Sotelma SA. Je voudrais remercier ici la partie marocaine pour ce partenariat vraiment qu'on a vraiment cherché à sauvegarder à tout point de vue, n'est-ce pas? Nous avons fait un bon chemin ensemble et ce chemin nous a permis d'aboutir vraiment au renouvellement aujourd'hui aussi grâce à la compréhension des deux côtés. Je voudrais aussi féliciter et remercier tous les cadres qui ont travaillé à nos côtés, que ce soit aux côtés de la MRTP, au niveau de nos différents ministères, mais remercier aussi l'ensemble des ministres qui, autour de moi, dans cette commission, ont permis d'atteindre ces résultats. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son implication personnelle qui a permis vraiment toute cette réussite et tous ces succès. Le renouvellement de la licence de la Sotelma SA ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur des télécommunications au Mali. Près d'une cinquantaine de jeunes ont été sélectionnés pour participer au concours sur la cybersécurité. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité. Une occasion pour ces jeunes candidats de renforcer leurs connaissances dans le domaine de l'informatique, mais aussi de trouver des opportunités avec les entreprises. Almouzer Alkamissa Yatara, reportage. Répartis dans deux salles, ils sont près d'une cinquantaine à prendre part à ce concours sur la cybersécurité. Les candidats vont tester leurs connaissances sur différents sujets comme la cryptographie, les cyberattaques, les problèmes d'information ainsi que les réseaux sociaux. Ça nécessite pas mal de compétences en cybersécurité pour pouvoir hacker ces machines-là. Ça permet aussi de vraiment savoir comment attaquer et aussi comment se défendre aussi en ligne sur Internet. On souhaite motiver ces jeunes-là à apprendre plus la cybersécurité. Ce concours est initié dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité. Les vainqueurs auront une récompense de 2 millions de francs CFA. En fait, le meilleur dans quelque chose, dans la cybersécurité, il va être plus vu par les entreprises. Ils savent que déjà cette personne-là a les compétences. Au cas où une entreprise se fait attaquer, lui pourrait être là pour aider l'entreprise-là. Mais ça ouvre pas mal d'opportunités. Les 2 millions ne sont que des encouragements. On sait que je peux dire aux étudiants en cybersécurité de se battre. C'est de se former à la maison. En réalité, l'auto-formation, c'est la base. Il suffit d'avoir du niveau pour se lancer dans la cybersécurité. Ce concours sur la cybersécurité vise à motiver les jeunes et de renforcer leurs compétences. Il permettra aussi de donner plus d'opportunités aux jeunes dans les domaines de l'informatique. La deuxième édition qui prend fin donc demain avant vendredi. Quittons le Mali pour parler de la COP16 qui se poursuit à Cali en Colombie. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a co-animé un panel organisé par la Banque mondiale sur la restauration des terres dégradées. Mamadou Samake a échangé avec les participants sur les projets en cours au Mali, dont le projet de restauration des terres dégradées d'un coût de 90 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale. Rappelons que le PRTD a pour objectif de restaurer 400 000 hectares dans les 8 régions du Mali où il intervient. Retrouvons nos envoyés spéciaux en Colombie, Siaka Konate et Tayeb Adjawakoui. For the opportunity to share our experience. À la faveur d'un panel organisé par la Banque mondiale,
Les ministres en charge de l'environnement s'adressent à l'assistance en anglais pour partager avec elle l'expérience du Mali en matière de restauration des terres dégradées. Le Mali qui prévoit de restaurer 2 millions d'hectares, dont 400 000 à travers les projets de restauration des terres dégradées, PRTD, financés par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour 7 ans. Le PRTD, le projet de restauration des terres dégradées, est une des réponses à cette problématique et se place aussi dans ce cadre-là. Parce que restaurer des terres dégradées, c'est non seulement protéger l'environnement à travers de l'agroforesterie et d'autres activités connexes qui accompagnent l'agroforesterie, mais c'est aussi créer des emplois, c'est créer des devises pour l'État à travers les produits de cette agroforesterie qui sont exportés ou qui sont transformés sur place. C'est créer de la valeur ajoutée pour l'État aussi à travers les impôts qui seront collectés lorsqu'il y a de la transformation. Et c'est créer aussi de l'espoir pour les communautés locales qui bénéficient de ces projets-là et tout en luttant contre l'immigration. Pour la réussite de ces projets, des défis sont à relever, notamment la croissance démographique, la maîtrise de l'eau et la mobilisation des ressources financières. La clé de réussite de tout projet de dégradation des terres, c'est la mobilisation des ressources en eau, la maîtrise de l'eau, notamment à travers la petite irrigation que nous sommes en train de promouvoir. Nous avons aussi des défis de financement. Autre défi à relever, l'extension du PRDT à l'ensemble du pays. Pour le moment, il couvre 8 régions et la Banque mondiale est prête à accompagner le Mali pour atteindre cet objectif. On a un partenariat avec le Mali. On est là pour rester, pour travailler ensemble, pour voir comment on peut faire et on a mis tout ce qu'on a à le service du Mali. Selon les ministres en charge de l'environnement, pour la réussite de ce projet de restauration des terres dégradées, il faut l'implication de tous les acteurs, notamment les jeunes et les femmes. Revenons au Mali avec la tenue de la 12e réunion interministérielle des membres du comité de gestion des crises et catastrophes. Et ces membres étaient en mode crise. Elle a permis de faire l'état des lieux, des dispositions prises dans la prévention des inondations et le point des actions déjà menées dans la réponse en assistance aux sinistrés victimes d'inondations. Retrouvons Daouda Kouni. La saison des pluies de cette année 2024 fera date. Même les animaux n'ont pas été épargnés par les inondations que le pays a connues. Selon le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, ils sont 10 999 volailles à être emportées par les eaux. 3 858 petits ruminants et 4 754 grands ruminants aussi ont connu le même sort. Sous secteur élevage et sous secteur pêche, nous avons vraiment eu des dégâts énormes au niveau des bovins, des ovins, des caprins, asins, équins, des étangs piscicoles qui ont été sérieusement endommagés. L'unité de prévention des gestions de crise au niveau du ministère a été activée. Pour faire face et ne pas être surpris, les prévisionnistes demandent de toujours rester en mode alerte pour la période de récolte. Nous sommes en fin de campagne, c'est la phase cruciale des récoltes des cultures. Et beaucoup de producteurs sont dans les champs. Présentement, ils sont très actifs. Ils sont en train d'exposer les produits récoltés dans les champs. Et au même moment, la pluie arrive. Donc, vraiment, il y a une crainte qui est là. Et ils doivent être très vigilants, très prudents dans leurs pratiques de tous les jours. Prendre en compte les informations météorologiques dans leurs activités quotidiennes. Cette 12e réunion des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a été une occasion pour le Centre de coordination et de gestion de crise du ministère de la Sécurité et de la Protection civile de remettre des vivres et non-vivres à la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire. Le gouverneur de la région de Koulikoro à Kalabankoro pour assister 486 personnes victimes d'inondations. Le colonel Lamine Kapori Sanogo a offert une quantité importante de vivres et de non-vivres ainsi que des kits scolaires pour les enfants. La valeur de l'appui est estimée à plus de 11 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko et de Salif Maïga avec la voix de Ousmane Kouita. Durant la saison des pluies qui s'achève, l'arrondissement de Kalabankoro a été fortement secoué par les inondations.
Au moment où la délégation conduite par le gouverneur de région passait, plusieurs concessions de la commune, dont les bureaux de l'académie d'enseignement, étaient tous inondés. Selon les chefs de l'exécutif régional, des mesures sont en cours pour loger le staff de l'académie d'enseignement avant de trouver une solution définitive au problème. Après la visite rendue aux sinistrés au groupe scolaire Madoukouma, le colonel Lamine Kapori Sanogo a remis une importante quantité de vivres et de non-vivres aux victimes de l'inondation qui sont en majorité des pêcheurs jadis installés sur une île dans le fleuve Niger à Kalabankoro. Cette mobilisation orientée vers les sinistrés dans les écoles a deux objectifs principaux. Premièrement, ça nous a permis de savoir le degré auquel ils ont été victimes. Et deuxièmement, les inviter à sortir des écoles qu'ils occupent. Les inondations au Mali ont touché pratiquement toutes les régions. Nous avons lancé aussitôt un appel à l'endroit des opérateurs économiques et aux personnes de bonne volonté pour que ceux-ci puissent nous venir en aide. Et aujourd'hui, la région de Kouligro a pu mobiliser 45 millions de francs CFA. L'appui du gouverneur de région a également concerné la donation d'une centaine de kits scolaires aux élèves du premier et second cycle issus des familles victimes de la montée des eaux. Ce dont permet aux bénéficiaires d'entamer l'année scolaire sans difficulté. Aujourd'hui, nous avons fait une remise de kits d'une valeur un peu plus de 11 millions de francs CFA. Nous continuons à faire des remises puisque déjà les communes touchées au niveau de Kolokani ont reçu des kits. Les communes aussi de Kangaba en ont reçu. Les communes de Kati, nous sommes aussi ont reçu. Kouligro aussi en a reçu. Ça reste Banamba. On va continuer à donner des kits aux sinistrés pour que les instructions qui nous ont été données par le ministre d'État afin que les gens puissent quitter les écoles soient effectifs. Le porte-parole des familles installées au groupe scolaire Madoukouma a remercié le gouverneur de la région de Kouligro pour cette assistance humanitaire. La rentrée scolaire 2024-2025 étant prévue pour le 4 novembre 2024, le maire de la commune de Kalabankoro, Tchekoura Madouni Diara, a promis de trouver des endroits pour recaser les victimes et cela temporairement. Les travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati de la route régionale numéro 9, de la bretelle d'accès au point G de 7 km de voirie à Kati de la section rond-point GMS Samé-Kati vont bientôt démarrer. Un démarrage conditionné à la libération des emprises de la route. Dans un communiqué, la population a été informée du démarrage des travaux le mardi 22 octobre 2024 par la Commission nationale de délimitation, de recensement et d'évaluation des réalisations et aménagements à caractère immobilier situés dans l'emprise et les servitudes du site des travaux. Pour plus de détails, Bemba Sibi a tendu son micro au directeur général des routes, Cheikh Oumar Diallo. Projet Bamako-Koulouba-Kati est structuré en 4 phases. Il y a un premier tronçon qui commence devant le musée national, qui passe par Koulouba pour aller aboutir au rond-point Sundiata. Il y a un deuxième tronçon qui commence devant le groupement mobile de sécurité qu'on appelle aujourd'hui GSR, groupement de sécurité routière, qu'on appelle la route du Pas, qui commence devant les GMS et qui vient croiser l'autre tronçon en passant par Samé, encore au rond-point du camp Sundiata, à l'entrée de Kati. En plus de ces 2 tronçons, il y a une bretelle pour rendre facile l'accès à l'hôpital du Point G qui sera aménagé. Et il y a 7 km de voirie à l'intérieur de la ville de Kati. Ça, c'est la consistance du projet. Le ministre chargé des transports et des infrastructures et le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population ont pris un communiqué conjoint pour informer les populations du début des travaux de la commission de délimitation, de recensement et d'évaluation des infrastructures qui seront touchées à travers l'exécution de ce projet. Les tronçons que je viens de citer vont améliorer beaucoup le trafic entre Bamako, sur le plan interne entre Bamako et Koulouba, et même sur l'extérieur, parce que c'est un des corridors importants sur lequel le trafic sera amélioré. Nous demandons à la population d'être compréhensif, de collaborer et de donner toutes les informations à cette commission. Et ce qui est important de signaler au passage, quand il y a cette commission, ceux qui ont des papiers,
c'est-à-dire qui ont des documents délivrés par les administrations, que ce soit les titres, leurs biens seront évalués et ils seront indemnisés. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a reçu les lauréats du concours africain de lecture de Coran tenu en Mauritanie. La délégation malienne est venue présenter les trophées remportés par le Mali lors de la compétition et sur les 16 pays retenus pour la finale, le Mali s'est classé deuxième. Boukari Koulibaly, Yacouba Kouni. Le Mali honoré par ses fils lors de la compétition de lecture de Coran le 15 octobre dernier en Mauritanie. Au total, 136 personnes venues de 16 pays d'Afrique ont compéti pour la phase finale. À l'issue du marathon, notre pays s'est classé deuxième après la Mauritanie. Le Mali était représenté par 8 candidats et 2 membres du jury, plus les observateurs. Et par la grâce d'Allah, le Mali a pu occuper la 2e place. Je n'ai d'autre chose à dire que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, je remercie notre autorité qui nous a encouragés et qui nous a donné toutes les facilités pour qu'on puisse bien faire cette compétition. La participation du Mali au concours africain de lecture de Coran émane du département en charge des affaires religieuses. Cette consécration est pour le ministre de tutelle un véritable motif de fierté. Les résultats donnés par ces lauréats et surtout par ceux qui étaient les arbitres de la chose coranique du Mali ont donné la satisfaction totale et même absolue à notre pays. Ça veut dire que toute la nation du Mali doit être aujourd'hui joyeuse et enthousiasmée par rapport à ce qui s'est effectué en Mauritanie cette année. C'est l'État qui les a autorisés à aller, c'est l'État qui les a reçus, c'est l'État qui les remercie et c'est l'État aussi qui les récompense. Le concours de lecture de Coran entre pays africains est une initiative de l'Arabie Saoudite. Le chef de la délégation malienne et son équipe entendent tout mettre en œuvre afin de faire du Mali le pays vainqueur dans les éditions à venir. Et on arrive au sport. La 4e édition de la Coupe du numérique a démarré cet après-midi sur le terrain de l'ACI 2000, non loin du 14e arrondissement. 12 formations issues du monde de la communication participent à la compétition. En match inaugural, l'AGETIC a battu Move Africa par le score de 1-0. C'était en présence du parrain de cette édition, Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ERTM, et de plusieurs autres personnalités. Il s'agit des ministres de la communication et celui des sports. Siragatou Sissé revient pour nous sur les temps forts de l'événement. La grande famille de la communication est unie comme les doigts d'une main autour de cette coupe du numérique. Moment de fête, de retrouvailles et d'échanges confraternels, cette 4e édition est placée sous le haut parrainage du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele. 12 équipes évoluant dans le domaine du numérique vont à la conquête du trophée pour la succession de l'AGEFO. La nécessité d'organiser une telle coupe aux couleurs numériques s'impose. La coupe du numérique est le résultat d'un important travail organisationnel de mobilisation et de rassemblement. En effet, cette compétition de football est cependant une initiative de l'AGEFO, accueillie à bras ouverts par l'ensemble du secteur du numérique en particulier. Aussi, elle donne l'opportunité à tous les participants de renforcer leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le travail et le sport riment. C'est ce qu'ont compris les ministres en charge des sports et de la communication. Aujourd'hui, le sport est un cadre vraiment d'union, de cohésion. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Ce n'est pas seulement dehors, mais nous avons besoin de cela dans nos services. Et aujourd'hui, avec les différents départements, les structures qui sont là, je pense que c'est une très bonne chose qu'il faudrait multiplier. Quand on travaille dans la communication et le numérique, on a énormément de pression. Je vous encourage vraiment à multiplier ce genre de compétitions et même dans les autres aussi. Parce que le sport, il permet d'entretenir le corps et d'entretenir l'esprit. Le match d'ouverture
a mis aux prises l'Agétique, ici en blanc-vert, et Move Africa. Au terme d'une partie rythmée, l'Agétique l'emporte 1-0 grâce à Moustapha Traoré à la 47e minute. Le tournoi se poursuit jusqu'au 26 décembre sur le terrain synthétique près du 14e arrondissement à l'ACI 2000. Oui, la Coupe du numérique a démarré donc cet après-midi, favoriser la solidarité tout en créant des liens d'amitié et de fraternité. C'est le but visé par la Coupe du numérique qui constitue un véritable cadre d'échange entre les services du numérique et de la communication. Abdul Karim Kaba nous en parle. Initiée en 2021 par le comité syndical de l'AGEFO, agence de gestion du Fonds d'accès universel, la Coupe du numérique est une initiative qui vise à renforcer la coopération entre les acteurs évoluant dans les secteurs du numérique. Au départ, elle a regroupé 6 équipes et c'est l'AGEFO qui remporte le métal au finish. L'année suivante, c'est-à-dire en 2022, 2 équipes vont s'ajouter aux 6 formations. Au fil des ans, la compétition gagne en notoriété. La Coupe du numérique verra la participation de 2 équipes en 2023 pour la 3e édition. En finale, l'AGEFO bat l'ORTM à la séance des tirs au but 3-2 et remporte la Coupe du numérique pour la 2e fois après sa victoire en 2021. La Coupe du numérique contribue à renforcer les sentiments d'appartenance à une communauté et à créer des liens entre les différentes institutions. La compétition est également un moyen de promouvoir le sport et de sensibiliser le public au secteur numérique. Cette année, elle regroupe 12 formations des structures relevant du ministère en charge de la communication et de l'économie numérique. La particularité de l'édition 2024 est l'arrivée des opérateurs de téléphonie, à savoir Orange, Move Africa Malitel et Télécel. L'organisation aussi est devenue rotative et pour cette année, c'est le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM qui est le président de la commission d'organisation et le directeur général Hassan Baba Djombele en est le parrain. Il y a eu aussi des améliorations au niveau des récompenses. Le vainqueur aura 1 500 000, le finaliste malheureux 1 million et l'équipe Fair Play empochera la somme de 250 000 francs CFA. Voilà, vous pourrez vivre cette 4e édition sur les ondes de la chaîne 2, la 95.2. Et je vous rappelle encore une fois que notre directeur général Hassan Baba Djombele est le parrain de cette édition. Et pourquoi pas la coupe pour l'ERTM cette année. Sur un tout autre plan, toujours en sport, le centre Salif Keita poursuit sa tournée au Sénégal. La première étape a été marquée par 2 rencontres à Tambacounda face à Don Bosco FC. Les centristes mettent à profit ces matchs amicaux pour bien se préparer en vue des échéances futures. Le point avec nos envoyés spéciaux, Koudi Sibi et Oumar Traoré. 2 défaites, 5 buts encaissés, 1 but marqué. C'est le bilan du séjour du centre Salif Keita à Tambacounda où il a joué 2 rencontres contre Bosco FC. 1-0 à l'aller, but sur penalty, et 4-1 au retour. À noter que le CSK a raté un penalty pendant le premier match. Un bilan certes pas flatteur en termes de résultats techniques, mais au-delà, il y a bien des motifs de satisfaction. C'est un bilan positif qu'on doit tirer de ces 2 rencontres-là qu'on a effectuées contre le CSK, le centre Salif Keita de Bamako. Ces 2 matchs au format un peu différent. Autant hier, on a eu un match assez fermé où les occasions s'étaient fait rares, notamment en première mi-temps. Aujourd'hui, on a eu de part et d'autre, des 2 côtés, un jeu qui a été bien produit. Ce qui veut dire que les entraîneurs ont tiré des enseignements du match d'hier pour mieux s'améliorer aujourd'hui. Là, j'ai demandé aux enfants de poser le jeu, de jouer ensemble, comme on le veut, comme le public le veut. Il faut se faire plaisir. C'est ce que j'ai demandé aux enfants, donc c'est ce qu'ils ont fait. Si pendant le premier match, on a vu 2 équipes plutôt physiques et par moments attentistes, la deuxième rencontre a été une occasion pour les jeunes centristes de laisser cours à leur talent et leur inspiration. Le seul bémol est le manque d'efficacité devant les buts. Une situation qui donne des indications aux techniciens par rapport à là où ils doivent mettre l'accent dans leur travail. C'est une équipe joueuse qui gagnerait, à mon avis, à beaucoup plus être
concret et réaliste devant le but. Parce qu'au vu du seul but qu'ils ont marqué aujourd'hui et au prorata des occasions qu'ils se sont procurées, il y a, à mon avis, beaucoup de travail à faire dans ce domaine pour être dans un match beaucoup plus réaliste et marquer beaucoup de buts. Le CSK, physiquement diminué par le voyage, était face à plus expérimenté. Mais la prestation était loin d'être une résignation. Les jeunes centristes n'ont jamais baissé les bras et l'envie de donner la réplique à l'adversaire ne s'est jamais éteinte. La prochaine sortie, c'est le 26 octobre contre le célèbre centre de formation sénégalais, Djambar FC. Ce sera à Hambourg, où l'équipe du CSK se trouve depuis mercredi soir. Au Burkina Faso, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets portant respectivement définition des caractéristiques et conditions de port du costume d'audience des magistrats et des greffiers qui seront désormais en Faso d'Infini, la cotonnade de Burkinabé. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a adopté le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales dans l'optique de corriger certaines insuffisances et d'opérer des réformes pour plus d'efficacité. Le point avec Tanga Kafando. Désormais, les costumes d'audience des magistrats et des greffiers seront faits à partir de la cotonnade burkinabé, le Faso d'Infani. C'est l'une des décisions majeures du Conseil des ministres de ce mercredi 23 octobre 2024. Un changement opéré avec l'adoption de 2 décrets introduits par le ministère de la Justice et des Droits humains en charge des relations avec les institutions. C'est un processus qui a été participatif. Vous avez aujourd'hui un costume d'audience pour les magistrats, un costume d'audience pour les greffiers, entièrement à 100% un fait de la cotonnade du Faso d'Infani. Et bien entendu, il y a quelques variétés par rapport au costume d'audience qui existaient, parce que c'est le personnel du corps des greffiers, parce que c'est l'ensemble des magistrats qui ont été invités à définir, bien entendu, les caractéristiques du costume qui devront dorénavant revêtis dans le cadre de leur mission et dans le cadre de leurs fonctions. La deuxième décision majeure est l'adoption d'un projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Il n'y a qu'une seule loi qui régit désormais la matière statut général des personnels des forces armées nationales. Dans le fond, plusieurs innovations ont été opérées. Il s'agit entre autres la durée légale de service qui a été ramenée à 12 mois au lieu de 18 mois. Autre innovation également, c'est le rétablissement de la catégorie des militaires de rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie nationale pour être conforme avec les autres armées et surtout lui permettre de disposer d'effectifs plus importants avec un respect de la pyramide des grades. La facilitation également de l'intégration dans le corps des sous-officiers de carrière pour les sous-officiers titulaires d'une spécialité et issus du recrutement direct afin de les fidéliser. L'introduction d'un nouveau mode d'avancement qui est l'avancement à titre posthume pour tenir compte de l'engagement des hommes sur le terrain des opérations intérieures. Autre innovation contenue dans la loi, c'est l'ouverture de la possibilité pour tous les officiers issus du rang d'accéder à tous les grades de la catégorie des officiers, ainsi que la possibilité de nommer les officiers du rang parmi les adjudants-chefs ayant au moins 3 ans d'ancienneté de grade. Dans le cadre de son séjour à Washington aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances a pris part à plusieurs réunions. Le commentaire de Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. Les réunions du caucus de la Banque mondiale et du FMI regroupent les gouverneurs au niveau de ces 2 institutions de Bretton Woods. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a pris part à ces 2 réunions importantes de ces assemblées annuelles où des questions financières, économiques, de développement, de l'énergie, de l'emploi, entre autres, ont été débattues. Ce qu'on peut retenir de la réaction au niveau de la Banque mondiale, il a été question de comment faire en sorte qu'on mobilise les institutions de développement, notamment multilatérales,
comment est-ce qu'elles peuvent faire de nouveau pour mobiliser des ressources à l'international pour soutenir les pays africains. Les responsables de la banque souhaitent que les Africains que nous sommes contribuent à améliorer l'effort de mobilisation davantage, parce qu'il y a un objectif de 120 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances a par ailleurs présidé la réunion de l'équipe pays de la Banque mondiale en présence de Clara Anna de Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour les pays du Sahel. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances a par la suite reçu en audience le président du Fonds de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole OPEP. Le fonds OPEP est un partenaire stratégique pour le Niger. Ça nous fait depuis 1976 qu'on est en train de développer des projets, de financer des projets dans le pays. On a plus que 30 projets dans le pays, dans plusieurs secteurs. Et la discussion a mené vraiment sur notre coopération future et qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour le développement non seulement du pays. C'est au tour du directeur programme partenariat pays et multilatéral du programme alimentaire mondial PAM d'être reçu par le Premier ministre de l'Économie et des Finances. Les opportunités et les perspectives dans la relation entre le Niger et le PAM était le sujet au centre de ces échanges. Nous avons un grand projet à Niger, donc le pays du Niger c'est très important pour nous, mais vraiment nous sommes là pour comprendre ce sont quoi les priorités du pays et du gouvernement et pour aider le gouvernement le plus possible. Les questions financières, économiques et monétaires ont été évoquées par le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine et Jean-Claude Kassibrou, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Au niveau des relations entre la Banque centrale et le Niger, la Banque centrale, c'est la Banque du Niger. Donc elle est là pour jouer son rôle d'accompagnement du secteur bancaire, du secteur financier au Niger. Donc pour faire en sorte que ce secteur puisse jouer son rôle de financement de l'économie du Niger dans son ensemble. Toutes ces rencontres se fondent sur la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani. Merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous pour votre fidélité à l'ERTM et un grand merci à nos téléspectateurs de Sanga, de Badjagara et de Douanza. Bonsoir à tous.